Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Tribune de Presse, cette émission qui vous parle de la vérité, qui essaye de mettre terme aux rumeurs et donner la place aux professionnels. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je reçois pour la première fois quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, de par sa qualité de réflexion, sa pertinence et son ouverture d'esprit. Trésor Mutombo, il est analyste avec bien de choses qu'il fait dans sa vie. Il n'aime pas qu'on parle beaucoup de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Vous allez le découvrir. Comment allez-vous? Ça va très bien et merci beaucoup pour cette première invitation. Oui. Ça faisait des mois qu'on en parlait, mais on n'a jamais eu l'occasion de concrétiser ça. C'était un honneur pour moi. Je me disais, il fallait quand même t'avoir parce que on ne sait pas vous situer. Est-ce que vous êtes du côté du président Fachi? Est-ce que vous êtes du côté de la société civile? Et c'est là que j'ai compris finalement, vous êtes analyste simplement. Vous analysez le fait. Oui, j'analyse les faits, mais évidemment, je ne vais pas me cacher parce que je suis quand même parmi les personnes qui soutiennent l'alternance, c'est-à-dire que je suis de ceux qui pensent qu'une alternance à la tête du pays, quand on a traversé 18 années où les choses n'évoluaient pas tellement comme on le souhaitait, une alternance peut apporter quelque chose de positif. Donc il faut se battre, il faut s'activer pour que durant ces premiers mois et ces premières années de l'alternance, qu'on puisse avoir vraiment des résultats positifs. Que notre alternance ou c'est fabriqué finalement? Fabriqué ou pas, ça on entre dans la polémique. Moi je ne vais pas entrer dans la polémique, il y a des faits. Les faits sont là, c'est qu'on avait un président qui n'est plus, on a un nouveau président. Il y a sans doute des institutions qui sont encore en place, il y a des personnes ou des personnalités qui sont revenues, mais c'est une alternance et il faut voir comment est-ce qu'on peut capitaliser dessus sans rester dans des polémiques qui ne nous aident pas vraiment à évoluer. Très bien. Est-ce que vous pensez de la même chose? Nicolas, je dois rappeler que c'est le premier à être invité dans cette émission quand on l'a commencé. Tout à fait, plus qu'avant. Est-ce que vous partagez les points de vue de Trésor qui pense que cette alternance, nous devons la protéger, on doit faire un effort de la protéger, ou est-ce que vous pensez qu'on l'a déjà perdue de toutes les façons? Oui, merci beaucoup. Mais avant de répondre à votre question, je ne saurais m'en passer de l'obligation nationale. Le compteur de jours, oui. Oui, le peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1531 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 174 au-delà des 100 jours du chef de l'État et 36 jours pour Mike Mukebai. Pourquoi ce rappel national? Même pour Mike Mukebai, 36 jours, jours en prison. En prison. Ouais. Pourquoi ce rappel national? Je n'aimerais pas être incompris dans l'opinion. Ce rappel national, tout le monde doit s'en approprier. Il concerne tout le monde, et les gouvernants et les gouvernés. Aux gouvernants, qu'ils n'oublient pas que nous qui sont en train de faire un mandat, ce n'est pas une carrière. Nous n'aimerions plus qu'à la date fixée pour la tenue de nouvelles élections, qu'on nous dise qu'il n'y a pas de moyens. Quant aux gouvernés, que tout celui qui a les ambitions, les velléités de briguer un poste, c'est le moment de préparer les élections. Je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple sur la base de mensonges, du genre la transition de 6 mois sans Kabila. Machine à voler, machine à tricher. Oh, tu vas faire 6 minutes, tu vas faire 7 minutes. Très bien. Non. On a compris l'histoire, on a compris le rappel. Et surtout, qu'on n'achète plus encore le smartphone. Très bien, on a compris. On avait acheté 40 000 smartphones. Moi, je me pose la question. Si vous faites la moyenne de $40 par smartphone, fois 40 000 smartphones, c'est plus ou moins 1,6 million. Si les 1,6 million étaient orientés dans le recrutement des témoins, un témoin aurait touché même $20 et on aurait apporté les preuves. 38 jours pour Mike Mukebai, nos pensées sont tournées vers toi. 30 personnes ou plus de 30 personnes ont trouvé la mort aujourd'hui dans le tronçon qui relie le Congo central et Kinshasa. Ceux qui ont trouvé la mort, c'est pour la plupart des cas des commerçants, des voyageurs. Ils ont trouvé la mort. Aujourd'hui, il y a plus de 18 ou 20 personnes qui ont été blessées sérieusement et le bilan est assez lourd et il pourra encore s'alourdir. Trésor Mutombo, comment voyez-vous cet aspect des choses? L'entrée du président au pouvoir, il y a eu naufrage dans le Kivu. Quelque temps après, il y a eu un déraillement des trains vers l'Omami. C'est déjà 2 voies de communication, lacustre et puis ferroviaire. Et puis quelque temps après, c'est le crash, l'avion, encore un problème aérien. Et là, pour boucler la boucle, nous avons un accident de circulation. Est-ce que ça ne remet pas en cause notre système de transport dans son ensemble?
Oui, mais avant toute chose, j'aimerais d'abord avoir une pensée pieuse pour toutes ces personnes, toutes ces âmes perdues, fauchées cette nuit. Nous devons tous nous recueillir. C'était des Congolais comme nous qui circulaient dans leur pays comme nous le faisons d'habitude, mais malheureusement, la faucheuse les a rencontrés sur leur trajet, et ça, c'est vraiment dommage. Mais je suis totalement d'accord avec vous là-dessus, c'est que c'est un drame de trop. En fait, nous avons énormément de drames dans ce pays, et c'est pas que cette année. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus depuis un certain temps, mais c'est sans doute parce qu'on s'émeut un peu plus, parce que je parlais notamment des acquis de l'alternance, c'est qu'on se dit qu'il y a des choses qui doivent changer, et lorsqu'on voit que les drames continuent, ça nous émeut un peu plus. Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'année passée, il n'y en avait pas, ou les années antérieures. Il y en a eu beaucoup. Donc aujourd'hui, ça doit maintenant nous interpeller, parce qu'au-delà d'être indigné, parce que c'est de l'indignation, il faut maintenant s'engager à ce que les choses changent. On doit s'engager aujourd'hui à canaliser, à réorganiser notre système de navigation, que ce soit la navigation routière, la navigation fluviale ou la navigation aérienne. Nous avons énormément de challenges à ce niveau-là. Il faut que le ministre des Transports, le nouveau ministre des Transports, puisse, ensemble avec les opérateurs du secteur, trouver les moyens pour sortir le pays de ce genre de situation, s'assurer que les navigateurs respectent les codes, respectent les heures, que les véhicules, que ce soit que les engins roulants, volants ou navigants, que ces engins puissent respecter le minimum de normes en termes de contrôle. On parle aujourd'hui sur la ville de Kinshasa, contrôle technique, ainsi de suite, même si dans les faits, lorsque vous regardez certains véhicules circuler dans la ville de Kinshasa, vous vous demandez comment est-ce que ces véhicules ont passé leur contrôle. Exactement. Et j'imagine bien... même le véhicule de la police qui est censé contrôler les gens. Le véhicule, il n'a pas de phare, les freins, ça ne tient pas, il n'y a pas de clignotant, des fois il n'y a même pas d'essuie-glace. J'ai vu un véhicule de la police, il pleuvait et le conducteur devait sortir la tête pour regarder parce qu'il n'y avait pas d'essuie-glace sur son véhicule. Et si vous imaginez que Kinshasa, qui est la capitale, parce qu'il faut quand même se dire que c'est la ville, on le dit toujours assez, on le dit pas assez, la ville miroir du pays. Si à Kinshasa, nous avons ce genre d'engin roulant, imaginez ce qui se passe en province. Imaginez ce qui se passe en province. Donc il faut que définitivement, ce genre de drame nous interpelle, que ça nous indigne, c'est une bonne chose, mais il faut maintenant que ça nous interpelle, que ça nous pousse à nous engager pour que nous changions définitivement le paysage de notre pays. Alors Nico Fall, c'est un drame de trop, ou vous pensez que le problème c'est... D'abord, est-ce qu'on avait la possibilité d'éviter ce drame? C'est ça justement la question. Bon, dire éviter ou ne pas éviter, c'est trop dire. Ce que nous devons d'abord retenir que c'est un accident. Et il est encore très tôt parce que nous ne connaissons pas les circonstances dans lesquelles cela est arrivé. Mais à voir comment nos chauffards se comportent, j'incomberai déjà cette responsabilité aux chauffeurs. Ah, vous n'attendez même pas de savoir les circonstances? Connaissant. Ok, d'accord. Pourquoi je dis cela? Ne serait-ce qu'ici dans la ville, vous allez voir qu'une des causes des embouteillages, c'est le comportement des chauffeurs. Ils sont tous pressés, ne respectant pas le code de la route. Ou ne le connaissant peut-être pas aussi. Hein. Oui. Cela peut être aussi évoqué. Mais, figurez-vous, on a barré la route, mais au lieu qu'il attende, le chauffeur va préférer utiliser la bande contraire pour profiter de ces vides-là pour contourner le robot ou bien les policiers de circulation routière. Mais à combien plus forte raison, là où il n'y a ni séparateur, ni fait de circulation, ni robot, ni roulage, comment ce chauffeur-là peut se comporter? J'estime qu'il y a eu excès de vitesse et s'il faut extrapoler, peut-être ivresse au volant. C'est possible? Généralement, le chauffeur qui préfère se déplacer la nuit, je dirais plus de 80% roule sous l'effet d'alcool. Sinon, des aphrodisiaques. Des aphrodisiaques. Mais en tout cas, vraiment d'une substance qu'on ne peut pas recommander. Une substance toxique. Mais figurez-vous, lorsqu'on est déjà sous les effets d'un produit toxique
et qu'on est au-delà des 3 heures du matin, le corps a toujours ses besoins. Les sommeils aidant aussi. Écoutez, là où il y a le sommeil, il y a aussi les effets toxiques. Voici, envisagez au moins les conséquences. On revient à vous, mais Trésor, on parle de... En fait, là, on n'est pas encore assuré, mais on parle que le véhicule transportait des produits inflammables. On parle plutôt des essences et tout. Et donc, il y a eu un mélange entre les passagers et la marchandise. Alors, est-ce que dans cette matière-là, la loi ne dit rien? Bon, je ne connais pas tellement, je ne suis pas juriste, donc je ne connais pas la législation en cette matière. Mais ce que je sais sur les accidents, c'est que c'est vrai qu'en fait, on a tendance à dire que c'est un accident, donc c'est quelque chose d'imprévisible. C'est vrai que les accidents sont imprévisibles, mais généralement, derrière un accident, il y a toujours des éléments prévisibles, il y a toujours des éléments qui permettent d'anticiper sur ce genre de drame. Et lorsqu'il y a un drame comme celui-là, il y a généralement trois causes. À part la nature qui est, bon, vous pouvez être en train de rouler, la foudre vous frappe, vous n'avez, quel que soit votre degré de préparation, vous n'allez jamais éviter ça. Mais généralement, nous avons 3 causes. Il y a d'abord la cause humaine. La cause humaine, c'est ce que Nicofal est en train d'évoquer tout à l'heure. Est-ce que le chauffeur était qualifié pour conduire ce genre de véhicule? Est-ce qu'il était dans un état normal pour conduire ce genre de véhicule? Est-ce que la voiture avait respecté le tonnage? Oui. Est-ce qu'il n'avait pas bu? Est-ce que ça, c'est au niveau de l'erreur humaine. Au-delà de l'erreur humaine, il y a ce qu'on appelle les erreurs techniques. Les erreurs techniques, c'est par rapport au véhicule lui-même. Est-ce que le véhicule avait un freinage approprié en norme? Est-ce qu'il avait un système d'éclairage qui marchait? Donc ça, c'est par rapport au véhicule. Maintenant, quand on passe ce degré-là, il y a maintenant le niveau organisationnel. Le niveau organisationnel, c'est celui qui engage toute l'organisation du système de transport. Comment est-ce que dans des véhicules comme celui-là, on peut avoir des produits inflammables avec des êtres humains? En même temps. Je crois savoir, même si je n'ai pas toute la législation, que le transport des produits inflammables, donc le pétrole, le gaz, ainsi de suite, est réglementé. Il y a des véhicules appropriés, des citernes appropriées pour transporter ce genre de produits-là. Il y a des heures appropriées pour transporter, pour circuler avec ce genre de produits. Il y a même des sociétés accréditées pour transporter ça. Vous avez aujourd'hui la CEP. Vous avez CEP, vous avez... je dis pas son nom. Bon, on ne va pas citer son nom, une autre société. Ce sont des sociétés habilitées à transporter ces produits parce que ces produits sont des produits très sensibles à la manipulation, au transport, ainsi de suite. Il suffit qu'il y ait un moindre pépin pour que le drame arrive. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé c'était Saké, à l'est du pays. Oui, il y a Saké, il y a Congo central. Il y a le Congo central aussi, l'année passée. C'est parce qu'on autorise des gens à transporter des produits comme cela sans respecter les normes en vigueur. Et ça, c'est un problème organisationnel. C'est à ce niveau-là qu'intervient la responsabilité des responsables de la police de circulation, des responsables du transport routier, transport routier urbain, mais aussi rural, le transport maritime, fluvial et aussi le transport aérien. Alors, mais Nicofal, est-ce que l'état des routes ne pose-t-il pas le problème? Parce que regardez, il y a par exemple dans le tronçon, quand il pleut, parce qu'il n'y a pas de l'asphalte, il n'y en a pas, et que la route elle est abîmée, et que les voitures, les véhicules qui n'ont pas de pneus, qui ont des creux, ça va finalement patiner et ça conduit justement dans le ravin. Est-ce que le problème de l'heure de conduite n'est pas le problème aussi quand on sait qu'à partir de minuit, mais il y a un noir pas possible, une obscurité totale? Est-ce que vous pensez que tout ça aussi peuvent être la cause de ce problème? Oui, lorsque vous évoquez la question de l'état des routes, est-ce les tronçons ayant conduit à ces drames sur ce tronçon-là, est-ce que c'était asphalté ou pas? Je crois qu'il y a de l'asphalte. Si on parle de Mbanzangungu, il y a l'asphalte. Si c'était asphalté, c'est-à-dire on écarte la piste de l'état des routes. Moi, j'estime qu'une des causes premières des accidents, même ici en ville, c'est l'excès de vitesse. Figurez-vous, lorsque, par exemple, sur le boulevard Lumumba, il ne peut pas se passer 2 jours
sans qu'il y ait des accidents qu'il y ait des et des morts. Hein. Des morts Ouais. sur boulevard Lumumba. Et parfois même, vous pouvez trouver un véhicule dans une position que lorsque vous vous mettez à réaliser les conditions dans lesquelles elle est arrivée dans ces positions-là, vous n'en revenez pas. Il y a un véhicule qui va vers échangeur délimité. Mais vous les retrouvez de l'autre côté, par exemple, si elle est au niveau de la 6e rue, vous les retrouvez au niveau, par exemple, devant la permanence du PPRD. Et en Lingala, tu te poses, mais comment Et comment c'est là? D'abord, il y a un séparateur. Oui. Comment le véhicule a-t-il doublé les séparateurs pour se retrouver de l'autre côté, en plus dans une position contraire? C'est-à-dire, sur la route, il y a beaucoup de choses. Et si un véhicule roulait à vitesse moyenne, je ne pense pas que ce genre de dégâts arriverait. C'est pour cela, dans les États, malheureusement, nous ne sommes pas dans un État, nous sommes dans un État non-État. C'est pour cela, on va plus loin pour réguler le nombre de kilométrages. Et on dit à tel endroit, vous ne pouvez pas rouler à telle allure. Et aussi, aujourd'hui, l'homme blanc est allé plus loin pour arriver à connaître l'état réel du conducteur du véhicule. Oui, justement avec les tests qu'on essaie de voir. Oui. Alors, mais Trésor, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que le nombre de morts des accidents de circulation dépasse de très loin disons, le nombre de tuberculose et de sida? Nous produisons autant de morts dans nos rues. Ici à Kinshasa, on peut déjà compter il y a de ces avenues, comme Nico Fall vient de le dire. Il ne se passe pas 2 jours sans qu'il y ait des accidents. Et donc, si on fait la sommation, pas seulement de morts, mais de ceux-là qui attrapent des problèmes, de ceux-là qui perdent les membres de leur corps suite à un accident, est-ce que ce nombre-là ne dépasse pas le nombre de sida et de la tuberculose? Pour le dire, il faut avoir des statistiques. Je ne sais pas s'il y a des statistiques qui vont dans ce sens-là, mais je rejoins totalement ce que disait Nico Fall, surtout par rapport au transport urbain ici à Kinshasa. Lorsque vous regardez comment nos chauffeurs roulent, et là on parle principalement des chauffeurs de véhicules à 4 roues, mais il y a aussi ceux à 2 roues. Les motos sont des facteurs très importants de l'incivisme que nous observons dans la conduite. Aujourd'hui, vous avez des avenues qui étaient, on les a connues depuis toutes ces années, comme étant des sens uniques. Vous avez Bokassa, vous avez Kassavubu, vous avez Kassavubu, mais aucun moteur ne pose la question sans vous interrompre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Est-ce que les motos suivent le même code de la route que nous? Normalement, oui. Mais comment ils font? Normalement, les motos doivent suivre le même code de la route. En termes de dépassement, en termes de sens interdit, en termes de stationnement, les motos doivent suivre le même code de la route. Mais pourquoi c'est l'inverse chez nous? Sauf que chez nous, ils se sont mis en tête que, je vais peut-être rejoindre tout à l'heure Nico qui disait que nous sommes dans un non-État. Donc, il n'y a personne pour surveiller ça. Ils se permettent tout. Et ça, oui, il se dit peut-être que Naza Mouké, je vais passer na Kokota. Mais en réalité, c'est de l'incivisme. C'est de l'incivisme sur la route, l'incivisme qui crée aussi, qui pousse d'autres personnes qui, cette fois-ci, à 4 roues, à suivre le rythme. Et au finish, on a une ville qui ne respecte rien. Un désordre. Alors, mais on va terminer ces dossiers de circulation. C'est vrai que vous êtes tous des faux parleurs lingala parce que Nico n'a pas un bon lingala, vous non plus. Non, on va essayer on va faire les mélanges. On va essayer. Mon lingala est catastrophique. Je comprends. Alors, mais est-ce que, parce que moi j'ai fait les tronçons Kinshasa, Matadi, et je n'ai pas vu de panneau de signalisation qui me disait ici vous devez rouler à 40 km, ici vous devez rouler à 30 km. En tout cas, si vous le voyez, il n'y a pas plus de 10 panneaux. En tout cas, il peut y avoir, mais pas plus de 10. Pourtant, la route, c'est pratiquement plus de 100 km, ou je crois même, on parle de 200. C'est 300 et quelques. Mais comment vous imaginez que dans le tronçon de 300, il n'y a pas plus de 10 panneaux qui nous disent la vitesse à suivre? Non, ça relève de l'irresponsabilité de l'État. Mais posons-nous aussi la question, même s'il y avait des panneaux, qui va le suivre? La nuit là, qui est connaissant aussi. Si déjà on peut violer ça le jour, plus forte raison, la nuit. Oui. C'est un problème sérieux. Moi, je pense que le problème du Congo, ce n'est même pas le Congo. Le problème du Congo, c'est les Congolais lui-même. C'est le Congo qui est même lui-même les problèmes. Le Congolais, c'est-à-dire, on nous a donné un pays béni,
Mais les Congolais ensorcellent même l'État congolais. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, fais un constat. Vous qui avez des véhicules, moi je n'ai pas un véhicule, moi je vis avec mon peuple. La majorité, je vois pas la différence. La majorité des taxibus, Ouais. toutes les vitres du côté passager sont bloquées. Toutes les vitres de portières des passagers sont bloquées par les chauffeurs. Ils avancent quelle raison? Que nous évitons les tracasseries. Alors, vous leur posez la question. Dans un pays où il y a un soleil de plomb comme celui-ci, vous ne faites pas descendre la vitre à 14 heures. Quelle que soit la chaleur, vous êtes condamné à rouler dans ces conditions-là. C'est l'inobservance. Et l'État vous dit qu'on est en train de faire les contrôles techniques. Mais le fait de ne pas aussi baisser la vitre, ça fait partie aussi d'une contravention routière. Alors, mais qui s'en occupe? Alors, comment faire pour changer les choses? On va passer. Comment faire pour changer les choses, Trésor Mutombo? Comment faire pour changer les choses? Est-ce qu'il faut passer par la sanction ou il faut aller encore dans des préventions? Alors, pour changer les choses, il y a généralement deux approches. Il y a d'abord l'approche de la prévention ou de la sensibilisation. Tout à l'heure, on parlait de l'homme congolais. Il faut faire comprendre à ces gens-là d'abord que quelle est la norme à suivre? Comment est-ce que les choses doivent se faire? Au-delà de la prévention, je parlais de la prévention en termes de sensibilisation, mais c'est aussi la prévention au niveau de l'État. Vous avez évoqué un cas ici tout à l'heure qui est intéressant, c'est celui de la signalisation, la signalétique sur la route, que ce soit dans les milieux urbains ou dans les milieux ruraux. C'est hyper important. Nico Fala minimiser ça, mais je pense que c'est très important. Il faut que la route te parle. Quand vous conduisez à travers... Mais encore qu'il faut que tu écoutes. Avant de prétendre n'avoir pas écouté, il faut déjà que la route ait parlé. Lorsque la route ne te dit rien, tu es un peu perdu et tu finis par faire n'importe quoi. Lorsque vous êtes sur le boulevard, on le voyait très récemment, on était en train de conduire sur le boulevard, il n'y avait aucun feu rouge qui s'allumait. Ben, finalement, les gens font quoi? On va dans tous les sens. Lorsque vous avez un feu rouge, celui qui a déjà un certain niveau de sensibilisation peut s'arrêter. Les autres, les inciviques, ils peuvent toujours continuer à faire ce qu'ils font. C'est là maintenant que la sanction intervient. On ne peut pas se mettre à sanctionner sans qu'on ait pris toutes les mesures possibles pour la prévention, c'est-à-dire en termes de sensibilisation, mais c'est aussi en termes d'organisation. Je parlais tout à l'heure des déficits organisationnels, en termes d'organisation du système routier, pour dire que tu dois t'arrêter à tel endroit, tu ne dois pas dépasser tel kilométrage, à telle vitesse plutôt, tu ne peux pas aller dans ce sens. Il faut que la route parle au conducteur, parle à l'usager, pour que l'usager puisse y répondre. Et celui qui ne répond pas doit rencontrer l'État sur sa route. Est-ce que Nico, c'est vrai que Nico a toujours été assez extrémiste sur la question des sanctions. Nico, est-ce que vous pensez que le degré de l'incrédulité de l'homme congolais, est-ce que son niveau a dépassé le niveau de l'apprentissage, de la prévention? Est-ce qu'il ne faut pas forcément aller dans les sanctions et les plus exemplaires que possible? Oui, c'est ça que j'ai toujours demandé. Je sais que vous êtes extrémiste sur la question. Au nouveau gouvernement, que ça ne sert à rien d'aller encore dans les colloques, dans les séminaires, dans des ateliers. Le Congo n'a pas besoin de ça. Le Congo a besoin de la sanction. Lorsque Antoine dit d'un côté déboulonnage, de l'autre côté pardon, je ne sais pas moi concilier le pardon et le déboulonnage. Le Congo n'a pas besoin de pardon. Le Congolais, j'ai toujours préconisé... Pourtant, le pardon peut être un bon déboulonnage. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Mais où est-ce qu'on en est? Je connais un seul pays au monde où vous ne pouvez même pas trouver un voleur de pain. C'est l'Afghanistan des talibans. Un pays modèle de discipline. Plus que même Washington. Où il n'y a aucun violeur. Aucun voleur de pain. Violeur, c'est extrême. Je dis, un voleur de pain. Vous volez le pain, ok, merci. La main qui a eu à voler le pain au stade, on ampute. On ne peut pas punir tout le monde, mais on peut punir tout le monde à partir d'un échantillon. Et donc vous pensez ici, par exemple, on te trouve dans une bêtise comme ça, on te ravit la voiture. Écoutez, vous pensez que si moi j'étais l'autorité compétente, qu'allez-vous faire? Écoutez, qu'allez-vous faire? Est-ce que peut-il encore avoir des chauffards qui se conduisent de cette manière-là? Toutes les vitres d'abord.
Vous ne faites pas descendre la vitre, vous avez l'amende de 500 000 francs congolais. Et pensez-vous que non, M. va-t-il encore répéter cela? Mais c'est devenu une norme. Faites un exemple, vous êtes des terrains. Je vous envoie derrière les enquêtes. 98% des vitres, on ne les baisse plus. Or, avec un tel soleil de plomb, nous transpirons à mort. C'est pour cela que je dis l'État doit faire son travail. Faute d'une semi-charia. Semi-charia ici. Semi-charia. Pour rétablir l'ordre, nous n'aurons que des yeux pour pleurer et la bouche pour parler. Nous sommes en démocratie. Quelle est la démocratie? Oui. Attention, la démocratie, c'est pour les violeurs. Hein. Mais mon peuple qui souffre là ne connaît pas la démocratie. Hein. Est-ce que vous pensez que le semi-charia serait une bonne idée? Je crois que lui-même n'est pas convaincu de cette idée. Il n'est pas convaincu. J'ai toujours préconisé la semi-charia. Non, mais entre-temps, faisons un constat. Entre moi qui préconise la semi-charia et vous qui parlez de démocratie, voyez la réalité sur le terrain. Non, il n'est pas convaincu de ce que lui-même dit. Personnellement, je suis contre toute forme de violence étatique. Parce que la violence finit par engendrer la violence. C'est ce que les gens oublient. La violence finit par engendrer la violence et toujours plus de violence. Lorsque on banalise la violence, lorsque l'État rend la violence un fait banal, la population se l'approprie et lorsque une population s'approprie un fait, ça devient un drame qu'on a du mal à arrêter. Regardez les pays qui ont instauré par exemple le port d'armes où l'État à un moment s'est permis de tuer, il y avait un permis de tuer pour les agents. Même les États-Unis souffrent. Prenons les États-Unis, prenons l'Afrique du Sud, prenons les États-Unis, prenons l'Australie. Ce sont des pays où la violence a atteint des degrés, les violences entre civils ont atteint des degrés énormes. Il parlait tout à l'heure de l'Afghanistan. Oui, on a coupé des mains en Afghanistan, mais après, la violence a continué à augmenter. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse banaliser l'atteinte à la liberté. Il ne faut pas qu'on puisse banaliser que ce soit la liberté physique ou la liberté d'expression ou la liberté de se mouvoir. La norme doit être celle-là. La norme doit être la liberté d'agir. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas atteint ou les personnes qui ne respectent pas les normes, celles-là peuvent être arrêtées, celles-là peuvent subir la force de la loi. Mais avant de leur faire subir la force de la loi, elles doivent savoir pourquoi. Lorsque la population croit injustement que vous êtes en train de la punir, elle va vous le rendre. Mais quand la population vous le rend, elle vous le rend au centuple. Et là, vous allez créer un cercle vicieux que vous n'arrivez plus à arrêter. Trésor, je suis perdu. Quel est le caractère d'une loi pénale? C'est la dissuasion. Vous parlez des États-Unis. Les États-Unis sont confrontés à une difficulté. D'un côté, on voit les besoins économiques et de l'autre côté, il y a aussi les crimes. Les besoins, c'est-à-dire quoi? On voit ce que les fabricants d'armes payent en termes d'impôts et ce qu'ils engagent comme employés. Pour eux, ils estiment que non. Ils emploient beaucoup d'Américains, ils payent beaucoup d'impôts. Si on arrivait à, par exemple, à bannir la loi sur le port d'armes pour que tous les Américains n'aient pas la facilité de se trouver une arme, ce serait un manque à gagner pour ces entreprises-là. Mais la dissuasion, la violence de l'autre côté. Vous savez pourquoi aujourd'hui la violence ne dissuade personne. Écoutez. La violence pousse à la violence. Écoutez. Et prenez le cas des États-Unis. Oui. Je vous donne un exemple. Les pays aux États-Unis qui continuent à appliquer la peine de mort, c'est aussi des pays qui continuent de connaître les plus forts taux de criminalité. Alors, vous êtes contre la peine de mort, moi je suis pour la peine de mort. Et pourtant, l'application de la peine de mort est présentée comme un élément dissuasif pour dissuader les gens à commettre des crimes. Mais comment ça se fait que les États, parce qu'aux États-Unis il s'agit des États, les États qui continuent d'appliquer la peine de mort ont des taux de criminalité plus élevés que ceux qui l'ont banni. Non, ça simplement parce que la violence, lorsqu'elle est institutionnalisée, la population finit par se l'approprier et lorsque une population s'approprie des antivaleurs, ça devient très dangereux même pour l'État. Et vous appelez ce que l'État applique au regard de la violence, ce n'est pas une violence. La violence d'État. C'est une correction. La violence d'État. Si c'est réglementé, ce n'est pas une violence. C'est la violence d'État. Est-ce que le permis de violenter d'une forme? Oui, ça reste une violence. Non, on paye la guerre tout comme on peut maintenir. Dès qu'on est là, c'est-à-dire,
Ce qui n'est pas infraction aujourd'hui, demain, cela peut être érigé en Alors, si infraction. je comprends bien, Nicofal, pour vous, il faut sanctionner sévèrement Écoutez, ceux qui tombent sous le coup de... Si vous fautez, les degrés qu'a atteint la mentalité des Congolais, Il faut frapper. faut frapper dur. Mais Pas la complaisance. On va terminer. Mais Trésor, Laurent Désiré Kabila est encore à Kisangani. Il dit aux Congolais que je ne veux pas le vol, je ne vais pas entendre un voleur. Et on a pris 2-3 petits chèques qu'on a finalement fait boire de l'eau, on les a tabassés dans l'eau. Mais on a circulé avec notre argent ici. Personne ne nous volait. Parce qu'on a simplement entendu que Kabila le père tue les voleurs. Avec cette histoire d'opération du Kofi, les chèques ont changé de nom. Il y en a même qui se sont fait appeler frère Papi, frère Justin, alors qu'ils étaient des B52, Makila Pembe. Mais là, ça a changé en fait. Mais vous savez, moi personnellement, à cette période, j'ai eu une discussion avec un ancien membre du régime de Laurent Désiré Kabila, où je lui expliquais que finalement, c'est le seul moment dans ce pays où on a vu des Congolais, c'est la première fois en tout cas qu'on le voyait depuis les indépendances, où on a vu des Congolais se tuer entre eux. Où on a vu des Congolais jeter des êtres humains, se brûler, jeter des êtres humains par-dessus des ponts. Pourquoi? Parce qu'on avait banalisé la violence. Les gens s'étaient rendus compte qu'on pouvait facilement atteindre l'intégrité physique d'un être humain. Parce que eux aussi ils ont exactement atteint l'intégrité physique des autres. Donc, vous imaginez dans un état comme celui-là, si on était resté dans ce système-là, avec autant de violence, c'est que serait devenu un peuple pensé. Non, pas du tout. Je pense qu'on aurait atteint des niveaux très élevés. Parce que tous les autres taximens rentrent sur la ligne. Laissez-moi juste finir ce que j'étais en train de dire. Le peuple quinois, principalement, c'est un peuple réputé comme étant pacifiste. C'est un peuple, en tout cas les gens qui vivent à Kinshasa, ce ne sont pas des gens qui sont dans des extrémités, ils ne sont pas belliqueux. La période la fin des années 90, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, c'est une des rares périodes où on a vu des Quinois, des Quinois agressifs, des Quinois belliqueux, des Quinois qui facilement tuaient d'autres êtres humains. Peut-être pour se protéger. Et ça, même si c'est pour se protéger, on a toujours l'instinct de protection, ça existe. Mais moi, j'ai établi un fait de cause à effet. J'ai établi un fait de cause à effet entre cette violence que nous avons connue, que la population s'est appropriée dans les années 98-99, avec ce qu'ils avaient connu pendant les 2-3 années précédentes, où la violence était devenue quelque chose de banal. Très bien. Comment la violence peut donner des solutions. Il faut parler de la marche maintenant. En 2003, si j'ai bonne souvenance, dans la ville de Mbujimayi, c'était les Chégué qui faisaient la loi. J'ai un différend avec vous. Au lieu que j'aille me plaindre au niveau de la police, je vais me plaindre chez les Chégué. Ils viennent au grand jour, ils vous prennent. L'État était devenu inexistant. Mais vous savez de quelle manière cette histoire avait été résolue? Comment? La population s'était résolue. À corriger là où il y avait faiblesse de l'État. La population avait pris les relèves pour la place de l'État. La population a réprimé. En sa manière. En sa manière. Et puis il y a eu des conséquences. Des opérations sur toute la ville, des jours de suite. Maison par maison. On connaît qu'ici habite un Chégué. On vient, on top, on dit, vous ne le livrez, on vous donne 5 minutes. Faute par vous de vous exécuter, mon peuple s'en charge. Alors ça c'est de l'anarchie totale, franchement. Écoutez, c'est la gêne. Écoutez, c'est que Nicofal oublie de dire. Écoutez, mais à l'absence de l'État, si c'est l'État qui est reconnu dans le monde entier, qui est doté du monopole des contraintes physiques, n'agit pas. À la création de l'État vers la fin du 16e et début du 19e siècle, l'État n'avait pas de police et de l'armée. Mais on a compris que l'État ne peut pas rester sans instrument de dissuasion. Mais si l'État lui-même reste incapable. Ce que Nicofal oublie de dire, c'est que là, il parle d'un fait isolé de la population. Nous sommes en train de parler de la violence, nous sommes en train de parler de la violence d'État. Très bien. La violence si l'État avait agi en son temps, la population n'agirait pas ainsi. On change de thème. Je vous inviterai un autre jour pour parler de la peine de mort, parce que j'estime que vous êtes outillé pour en parler. La peine de mort. Bon, on va terminer. Trésor, vous êtes
pour la peine de mort ou contre la peine de mort directement? Non, définitivement contre. Contre la peine de mort. Contre. Elle Rétentionniste. Ouais, elle ne résout rien. Moi, Rétentionniste. je suis rétentionniste aussi. Mais comme je ne suis pas invité au débat, je n'en parle pas. Rétentionniste. Je suis rétentionniste. Pour le cas du Congo, bien évidemment. Pas ailleurs. Alors, on va parler de la marche. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu assez de monde. Parce que j'ai envoyé mes équipes sur terrain. En tout cas, Nico et Trésor, je dois vous garantir qu'ils sont revenus. Sans image en tout cas, pour dire qu'il n'y avait pas assez de monde. Bon, le matin, je ne sais pas si après, qu'est-ce qui s'est passé, ou certains coins, il n'y avait peut-être pas un problème. Alors, mais là, il y a un problème, et un problème, c'est que certaines personnes ont estimé que le membre du CLC devrait observer, ne serait-ce que pour communier avec ceux qui ont perdu, ou ceux dont la vie a été finalement ôtée, prendre un peu de temps de recul. Est-ce que vous pensez qu'on peut lier facilement la mort ou les morts des gens à une marche qui concerne la corruption? Bon, je suis d'avis qu'il faille se recueillir pour honorer la mémoire ou les mémoires des personnes qui ont disparu, mais l'État ne va pas s'arrêter de tourner pour autant. D'accord? Si le CLC a considéré ou a estimé qu'il pouvait maintenir sa marche aujourd'hui, libre à eux. Et moi, personnellement, cette marche, je l'ai beaucoup soutenue. Parce que les thématiques qui étaient défendues, qui devaient être défendues durant cette marche, sont des thématiques très très importantes. La lutte contre la corruption, c'est vraiment le fléau, le plus grand fléau de ce pays. Si nous arrivons à nous en débarrasser, vraiment, nous pouvons parler d'un autre Congo. Et l'inefficacité de la justice? L'inefficacité de la justice, c'est le deuxième point, à mes yeux, le plus important dans ce pays. Parce que pour arriver à la prospérité, il faut que nous soyons garantis, toi et moi, que le travail que nous faisons, il n'y aura pas quelqu'un derrière qui va essayer de se l'approprier. Vous imaginez, nous sommes dans un pays où vous venez tous les matins, dans ton cas, tu viens ici, tu travailles, tu prépares tes émissions, tu le fais pour l'avenir de tes enfants, mais cet avenir n'est pas garanti simplement parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui va venir voir le résultat de ton travail un jour parce que ça lui plaît, parce qu'il en a les moyens, il dit ben, la maison peut-être que tu as construite pour tes enfants, elle devient à moi. Et la justice ne fait rien. Donc dans un pays comme celui-là, c'est très difficile de parler d'évolution. Donc les thématiques, moi, ça m'intéressait personnellement, ça m'intéressait beaucoup. Je ne me suis pas présenté pour la marche, mais j'aurais pu le faire. Bon, aujourd'hui parce que j'ai d'autres obligations. Est-ce que vous avez senti j'aurais pu le faire. Le problème peut-être de cette marche, c'est que le CLC a mal joué sa carte. Lorsqu'ils ont rencontré le gouverneur de la ville samedi, plutôt c'était avant jeudi ou vendredi. Jeudi ou vendredi, oui. Ils auraient dû négocier une date où les gens seraient... Déjà une date qui leur permettrait de remobiliser les troupes, parce que vous avez mobilisé les gens pour samedi. On vient vous changer à quelques heures de la marche pour reporter à une date très proche de celle qui était avant. Les gens sont totalement démobilisés. Il fallait une période pour remobiliser. Un jour ouvrable comme celui-ci. Et puis vous choisissez un lundi. Lundi, c'est le jour où le peuple de Nico se prépare pour commencer la semaine. Ils ont passé 2 jours où il n'y a pas eu de COP. Ils ne sont pas sortis pour chercher le pain quotidien. Il faut que les gens sortent, les gens de Tchangou, les gens de la Funa, de Pompage. Tous ces gens, ils doivent sortir pour aller chercher quelque chose. Ils ont passé 2 jours à la maison. Organiser une marche comme un jour comme celui-là, c'est un vrai défi, quelle que soit l'organisation. Est-ce que le fait de dire 12 points de rassemblement, est-ce que ce n'était pas là aussi un problème déjà? La stratégie du CLC, je pense, depuis la période de transition, a toujours été celle-là. Je crois que pendant la période de transition, ça n'a pas posé de gros problèmes. Ça aurait pu se passer autrement. Je crois qu'ils doivent aujourd'hui tirer les leçons de cet échec, parce que quand on fait une marche, quand on fait une mobilisation de rue, on s'attend à ce qu'il y ait vraiment de la mobilisation. Il n'y a pas eu mobilisation, il faut le prendre comme un échec. J'ai lu tout à l'heure le professeur Ndaiwel qui disait que l'essentiel, c'était pas le nombre, même si on est à 35, même si on est... Non, quand on fait une marche sur le terrain, il faut se mobiliser. C'est pour qu'il y ait du nombre. C'est pour qu'il y ait du monde. Est-ce que c'est la fin? Il n'y a pas eu du monde. C'est une erreur. C'est un échec. Il faut corriger ça. Il faut peut-être envisager d'organiser une autre marche. Est-ce que le CLC a bu du vide aujourd'hui, Nico Fall? Oui, vous savez que cette histoire du CLC, je n'ai jamais été d'accord avec. Vous savez que non, cette histoire est à la base de beaucoup de morts de mon peuple
en 2017 et 2018 sur la base des mensonges et je ne les ai jamais pardonnés. Je ne les ai jamais pardonnés. Ils ont envoyé les gens sur la rue sur base de mensonges. Troisième mandat. Est-ce que la Constitution avait été changée pour parler de troisième mandat? Des crispations. Des gens qui ont été condamnés par la haute cour. Des décisions de justice coulées en force de la chose jugée. Mais les gens sont allés plus loin, cherchant même à ce que les élections soient retardées. Pour qu'on puisse d'abord élargir les gens qui ont été condamnés. Celle-ci. Combien de morts avons-nous enregistrés? Mais cette fois-ci, au moins, les revendications étaient plausibles. Mais est-ce que c'était le moment? Alors, Trésor a soulevé un point. On prépare pour le samedi. L'autorité administrative décale cela. Il fallait aussi qu'elle aussi revoie. Comme on avait maintenu pour les provinces, il ne fallait pas nécessairement qu'à Kinshasa, la marche soit organisée le lundi. Et vous savez, 95% des Guinéens vivent de COP. Vers 6h, 7h, j'étais déjà sur le commerce. D'ailleurs, beaucoup de vendeurs, beaucoup d'agents des étrangers vendant à Zando avaient aussi une marche. Il y avait une marche qui était aussi prévue par les travailleurs des amélioration des conditions de Alors, il y avait déjà une marche. Il y avait déjà 2 marches le même jour. Est-ce que pensez-vous que non, cela allait réussir? C'est pour cela, dans la vie, il faut éviter la précipitation et pour envoyer les gens... Est-ce qu'ils auraient pu mettre ça samedi, peut-être? Comme on avait décalé pour le samedi, oui. Il fallait aussi décaler à un autre samedi. Vous avez une semaine de mobilisation. Écoutez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est difficile de marcher contre Félix Tshisekedi, même si, on doit le dire, c'était pas contre lui, mais il y a certains indécis qui pensaient que c'était une marche contre Félix, parce qu'on parle des 15 millions, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, comme quelqu'un m'a fait rire, il me disait, c'est très difficile de faire l'opposition contre Félix aujourd'hui? Mais avant de répondre à ça, j'aimerais juste clarifier quelque chose par rapport à ce que a dit Nico tout à l'heure. Le CLC n'est pas à la base des morts. Le CLC n'a tué personne. A fait. Non, a fait tuer, ça veut dire quoi? Tout ce que le CLC a eu à faire, c'était de mobiliser les gens pour marcher pour leurs droits. Pourquoi? Pour leurs droits. Qu'ils estimaient mais c'est ça, moi, analysez ces faits-là. Le fait de marcher ne doit pas être un prétexte pour perdre la vie. Le fait de manifester, quelles que soient les raisons, n'est pas un prétexte pour qu'on puisse tuer et pour trouver la mort. Donc le fait que les gens soient morts pendant les marches organisées par le CLC n'est pas de la responsabilité du CLC, non. C'est de la responsabilité des personnes qui ont décidé d'apporter la mort à ces personnes qui ne faisaient. Non, ces personnes ne faisaient. Le CLC non, Nico, ces personnes ne faisaient que revendiquer leurs droits. Pour leurs droits. Que ces droits soient légitimes, que ces droits aient été bafoués. Eux, ils estimaient que c'était bafoué. Ils estimaient que leurs droits allaient être bafoués. Alors, le fait qu'ils les aient envoyés sur la rue ne les rend pas responsables de leur mort parce que personne n'a porté la mort à ces gens si ce n'est ceux qui l'ont fait. Donc, ne mettre ça sur le dos du CLC, je crois que c'est un peu... Lorsque vous envoyez les gens sur la rue, sur la base des mensonges, c'est pour autant qu'il faut les tuer? C'est pour ça qu'il faut les tuer. Vous étiez au Congo, non? Moi et vous, nous étions là, non? Oui. Le 19 septembre, carton jaune. Oui. Ce qui s'était passé là, de quelle manière l'État pouvait rétablir l'ordre? Christian. J'ai dit ceci. Lorsque Washington va en Irak pour chasser Saddam Hussein. C'était avec quel prétexte? Non, mais libérer un peuple. Libérer un peuple dans la propriété. Tu parles de l'Amérique et l'Iran. Ici, on parle de Congolais. Nico, tu es en train de faire un raccordement frauduleux. Je pose la question. Le carton jaune n'a pas été lancé par le CLC. Nous sommes en train de parler du CLC. Je parle du rassemblement. Nous sommes en train de parler du CLC. D'accord? Les manifestations du CLC étaient des manifestations totalement pacifiques. Je ne pense pas qu'on ait décrié... Quelles sont les raisons? Non, c'était totalement pacifique. On a parlé de troisième mandat. Je ne pense pas qu'on ait décrié. Je ne pense pas qu'on ait décrié. Comment Kabila pouvait avoir un troisième mandat? Parce que dans ce pays, s'il vous plaît, vous les Congolais, vous avez une mauvaise habitude. Merci les Gabonais. On a inculqué une mentalité chez les Congolais que tout celui qui cherche à parler en bien contre Kabila est mauvais.
L'aîné de Kabila était devenu comme un diable. Mais on a vu ceux-là qui ont insulté Kabila, les Rwandais. Ceux-là qui ont Kabila. On n'est pas en train de parler. S'il te plaît, s'il te plaît. La répétition est la mère des sciences. Non, on sort du débat, Nico. Je dis ceci. Kabila tanzanien, Kabila rwandais, Kabila Kanambe, il est devenu aujourd'hui partenaire de l'alternance. S'il te plaît. Mais vous avez fait tuer des gens comme ça pour le nom de Kabila. Dans des raccords. Combien de maisons déjà nous avons saccagées pour le nom de Kabila? Mais aujourd'hui, non. Mais ça vient d'où? Nico, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Là, tu es dans des raccords. Non, ça nous rattrape. Restons sur le débat. Donc c'était important de repréciser. L'État ne pouvait pas accepter que les gens se mettent sur la rue et fasse du n'importe quoi. Et donc l'État lorsque l'ordre c'est garanti par la Constitution. Lorsque l'ordre c'est garanti par la Constitution. Est-ce que c'est marche? J'ai dit tout à l'heure, la norme dans est-ce que c'est marche? la norme dans un État. La norme dans un État, c'est la liberté. La restriction de liberté doit être une exception. Attention. Très bien. Vous parlez, vous revenir, vous lisez toujours l'article. Je vous pose une question, on va terminer. Nico Fall, vous pouvez nous garantir devant les téléspectateurs, les internautes et Trésor que lorsqu'une marche est brutale, l'État doit tuer? Je ne dis pas que l'État doit tuer. Parce que vous avez toujours évoqué l'article 26 partiellement. Mais il faut lire l'article 26 intégralement. Les manifestants ne doivent pas aussi empiéter sur le droit qui n'est pas concerné par la marche. Donc, quel est le comportement? S'il te plaît, Christian, je suis un grand organisateur des marches pacifiques. Quel est le comportement des manifestants vis-à-vis de ceux qui ne veulent pas marcher? Très bien. On va terminer. Trésor, allez-y. Vous étiez en train de parler de cette marche. On va dire il y a eu des erreurs de mobilisation, et ainsi de suite. Mais est-ce que, comme je le disais, est-ce que c'est difficile de marcher contre Félix aujourd'hui ou de faire une opposition contre Félix? Bon, les raisons, tout dépend des raisons pour lesquelles vous les faites. Mais il y a aussi un élément très important dans des manifestations comme celle-là. C'est ce qu'on appelle, en marketing, on appelle ça le momentum. C'est-à-dire, à quel moment vous êtes en train de marcher? Il faut battre le fer, ça c'est l'expression. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Lorsque le fer se refroidit, mobiliser, ça peut aussi devenir difficile. Cette histoire des 15 millions, quand même, on doit se le dire, ça fait déjà quoi, 3 mois, 2-3 mois. On l'a évoqué dans tous les sens, on l'a retourné dans tous les sens. On sait que c'est au niveau de la justice. Le momentum peut-être, aussi concernant cette affaire est légèrement passé. Les gens se sont peut-être aussi démobilisés par rapport à cette histoire. Il y en a qui ont tiré leurs conclusions pour dire que bon, finalement, ça ne va pas aboutir ou finalement, Félix n'est peut-être pas celui qui va aujourd'hui se débarrasser de ses collaborateurs, ainsi de suite. Donc il y a ce problème de momentum qui peut se poser au niveau de la mobilisation. Mais est-ce possible aujourd'hui de manifester contre Félix? La question est peut-être mal posée, parce que vous l'avez vous-même dit, c'était pas une marche contre Félix Tshisekedi, parce qu'il n'était pas personnellement visé, mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire des marches sans l'UDPS? C'est peut-être ça. Ah oui, peut-être. Est-ce que c'est difficile de marcher sans l'UDPS? Parce qu'il faut quand même revenir au basique, revenir à la source. C'est que dans notre pays, depuis les années 65, depuis la Deuxième République, l'UDPS est le parti qui a incarné la mobilisation de rue. C'est le parti qui a incarné la contestation de rue. C'est une première expérience pour plusieurs personnes que de faire une mobilisation de rue sans l'UDPS, sans les combattants, comme on les appelle, de l'UDPS. Certains les appellent les talibans, qui sont généralement aussi nombreux à s'associer à d'autres organisations. On a vu dans la marche de CLC de l'année passée, l'UDPS était bien présente. Est-ce que c'est pour cela que ça marchait? Je ne sais pas. Peut-être que aussi au niveau de la population, les gens se disent c'est encore trop tôt. Il faut laisser du temps à l'actuel président de mettre en place sa politique. Il a encore peut-être beaucoup de challenges, des choses à mettre en place autour de lui, avant de pouvoir lui reprocher de n'avoir pas agi d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce pour autant qu'on doit arrêter de manifester? Je ne pense pas. Le CLC a bien fait de se mobiliser
en tout cas par rapport à lui-même, de se mobiliser pour cette cause, ça n'a pas été une réussite, mais il ne faut pas rester sur cet échec. Alors on va terminer, parce qu'on nous reste encore 11 minutes, donc ça nous donne le temps de parler de porte-parole. Nico Fall, est-ce que vous pensez que marcher aujourd'hui, 9 mois après seulement l'arrivée du président Félix Tshisekedi, il n'y a pas encore 3 mois depuis que le gouvernement est finalement été proclamé, la politique de Félix Tshisekedi n'est pas encore clairement définie sur comment il va conduire le pays, est-ce que ce n'est pas tôt maintenant de l'attaquer? Est-ce que ce n'est pas tôt maintenant de s'opposer à lui? Est-ce que ce n'est pas tôt maintenant de marcher contre ce qui s'est passé 18 ans dans le temps? Non, il se pose un problème. Le fait de dénoncer un fait n'est pas synonyme à l'opposition. Par exemple, vous pouvez être des mèches avec les régimes en place. Mais lorsque vous sentez qu'au niveau de la présidence de la République, du 25 janvier au 21 octobre 2019, qu'il y a eu beaucoup de détournements, que beaucoup de marchés publics s'est passé dans des cellules des individus de gré à gré. Je dis bien, tous les marchés qui se sont passés du 25 janvier jusqu'au mois de juillet, ces marchés-là étaient de gré à gré. Dès lors que nous savons que le seul mode admis dans les lois congolaises, c'est l'appel d'offres. Le plan d'urgence, tous les marchés de plans d'urgence se sont passés de gré à gré. Ce qui est une violation flagrante des lois de la République. Si vous émettez des critiques par rapport à cela, et qu'un énergumène arrive à vous qualifier d'opposant. Très bien. Mesdames et messieurs, porte-parole, vous avez un mot? Avant de répondre, j'aimerais juste corriger parce que ce qu'il vient de dire, c'est pas ça. Okay. La loi sur la passation des marchés prévoit 3 modes de passation de marché. Oui. D'accord. Il y a évidemment l'appel d'offres qui est reconnu par l'État dans la passation des marchés publics. Il y a le deuxième mode qui est un appel d'offres restreint, c'est-à-dire que dans les appels d'offres, il y a les appels d'offres ouverts à tout le monde. Et il y a les appels d'offres restreints où on cible un certain nombre d'entreprises. C'est seulement ces entreprises-là qui reçoivent les appels d'offres. Et il y a le gré à gré. Les 3 modes sont reconnus par la loi sur la passation de marché. C'est très important qu'on ne puisse pas désinformer la population sur des éléments aussi... Mais maintenant, c'est les mobiles. C'est les mobiles. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aimerais, si j'avais mon marqueur rouge, j'allais corriger cela. Au Congo, le fait qu'un mode soit ouvert ou bien restreint, cela n'est pas un mode. Nous avons 3 modes. Appel d'offres, adjudication et de gré à gré. De ces 3 modes, le mode admis au Congo, c'est l'appel d'offres. Parce que dans l'adjudication, là, on fait allusion au prix. Mais dans l'appel d'offres, il y a le caractère prix et la qualité du travail. Mais le mode de gré à gré, il est admis. Mais dans quelles circonstances? Il est admis. Dans quelles circonstances? S'il vous plaît. Il est admis ou pas? Écoutez. Non. Dans quelles circonstances appelons un chat un chat. Après les circonstances, mais il est admis ou pas? Écoutez. Oui. Est-ce que pour passer un marché d'une route, doit-on le passer par des gars? Nous disons non. Mais Nico, pourquoi? S'il vous plaît, Christian. Vous voulez aller dans le détail, on est d'accord. S'il vous plaît, Christian. Je ne connais pas dans notre loi où on dit pour passer un marché, pour une route, il faut qu'on procède par des grèves. Faux. Le seul mode d'accession, de passion de marché public, c'est l'appel d'offres. Mais dans quel cas le grève peut être quelque chose? Dans le secteur stratégique. Vous passez Pas les que. minutes. Secteur stratégique. On va inviter peut-être les téléspectateurs à lire la loi. Non, à lire la loi, parce que la loi est très claire là-dessus. Oui, c'est mon domaine. Nico est en train de nous mettre un peu dans la confusion. Très bien. On passe à autre chose. Maintenant, il ne nous reste plus que 7 minutes pour terminer. Le porte-parole, à qui doit-il revenir? Est-ce qu'il y a des porte-paroles naturels aujourd'hui? Nico Fall, vous en pensez quoi? Non, d'abord, il y a... Voilà comment les gens se contredisent. Hein. Quand moi et vous, j'ai parlé élection, on m'insultait. Maintenant, les gens sont rattrapés par leur propre turpitude. D'abord, on sait même de l'Amouka. Il y a l'Amouka qui est pour obtenir ses postes. Il y a une autre aile de l'Amouka qui n'est pas pour ça. Or,
Logiquement, si Lamouka avait compris le jeu, qu'il fallait jouer avec, tout Lamouka serait ensemble et on se serait choisi quelque part. Mais il y a des voix qui s'élèvent au sein de Lamouka, c'est-à-dire El Fayoulou et elle... Oui, Martin Fayoulou estime qu'il ne peut pas être opposant parce qu'il c'est lui le président élu. Mais c'est ce que nous disons. Mais quel est le langage d'une autre aide de Lamouka? Mais ils sont prêts. Ils sont prêts d'aller. Le naturel, c'est le Katumbi. C'est ce que nous disons. Au sein de Lamouka, il y a déjà divergence. Oui, mais à qui doit revenir ce côté, ce porte-parole-là? Premièrement, je n'ai jamais été pour ces dispositions de la loi, mais à ma qualité de procureur général près le peuple, les choses étant telles qu'elles sont, que celui qui a la majorité, que celui, l'opposant, ou bien la plateforme des opposants ayant la majorité à l'Assemblée, celui à qui il reviendrait. Mais est-ce que ce n'est pas un consensus? Est-ce que ça ne doit pas se passer par consensus? Mais ce consensus-là doit se faire à quel niveau? Ce n'est pas au sein de la majorité, c'est au sein des opposants minoritaires. Cette minorité de s'organiser à déterminer qui est majoritaire dans la minorité. Alors, mais Trésor, est-ce que vous pensez aussi que cette fonction revient naturellement à Moïse Katumbi? Naturellement. Oui, parce qu'on dit que c'est lui l'opposant, les porte-parole naturels de l'opposition. C'est ça le concept aujourd'hui qu'on nous balance. Non, non. Ouais. C'est vrai que il faut peut-être aussi là lire la loi, parce qu'on parlait du consensus, mais il n'y a pas que le consensus. La loi prévoit que la désignation soit faite par les élus qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ne sont pas membres de la majorité. C'est-à-dire que les élus de l'opposition... Et les indépendants. Et les indépendants, mais qui vont se passer parmi les indépendants, il y en a qui s'allient à la majorité, d'autres qui s'allient à l'opposition. Et donc la loi stipule que ce soit ceux-là qui désignent leur porte-parole. Et quand on regarde un peu la configuration, c'est vrai que le groupe de Moïse Katumbi, oui, il est quand même majoritaire et on peut espérer que, on peut supposer que ce groupe va porter son choix sur Moïse Katumbi. Mais lorsqu'on parle d'une élection, il faut toujours savoir que rien n'est acquis. Est-ce que c'est une élection ou c'est non, parce que la loi parle des... S'il n'y a pas de consensus, c'est là qu'on y va dans une... Non, la règle, c'est l'élection. C'est la désignation par élection. Le porte-parole est élu par les membres ou par les députés, c'est plutôt le contraire. par les élus. Que la règle, c'est le consensus et que quand ça ne marche pas, on y va aux élections. Non, c'est une élection qui se fait par les élus de l'opposition qui sont dans les institutions. Mais ils peuvent choisir quelqu'un qui est dans les institutions ou pas. Donc ils peuvent choisir n'importe qui dans le paysage. Est-ce que cette question ne signe pas la fin de la Mouka carrément? Parce qu'il y a un côté la Mouka qui dit nous sommes présidents élus, on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. Disons, on ne peut pas être porte-parole des tricheurs et des marionnettes. Vous pensez toujours que la Mouka existe? Très sincèrement, quand on regarde le paysage, la Mouka, ça n'existe plus. Ils n'ont plus fait aucune activité depuis leur première marche qui a été d'ailleurs un fiasco. Non, c'est une rencontre entre politiciens congolais, mais on ne peut pas parler d'une activité de la Mouka. Il y a eu un premier président en tout cas celui qui était comme le président du présidium de la Mouka, Moïse Katumbi, qui est resté pendant 3 mois, il n'a rien fait. Celui qui devait prendre la suite est parti, Matungulu, il est parti. Jean-Pierre Bemba est arrivé, ça fait déjà presque 3 mois, bientôt il va laisser le bâton de commandement de la Mouka. Il n'a rien fait, il n'y a eu aucune activité de la Mouka pendant toute cette période. Et pourtant, dans les règles qui régissent, dans les textes qui régissent la Mouka, il y a l'obligation d'organiser une activité au moins par trimestre, en tout cas pour avoir lu ça, une fois par trimestre, une activité d'envergure. Il n'y a eu aucune activité d'envergure, personne ne s'occupe de la Mouka. Chacun est dans son coin, essaie de consolider sa base, essaie de consolider ses acquis. Martin Fayoulou, qui a pris de la hauteur, qui a pris beaucoup d'envergure depuis les élections. Il vient de redynamiser sa dynamique, sur la vérité des urnes. Moïse Katumbi, qui est revenu après plusieurs années, a essayé de créer son propre parti, essayer en tout cas de formaliser ça en un parti politique. Et vous avez Jean-Pierre Bemba qui, après plus de 10 ans en dehors du pays, veut aussi retrouver sa base. Personne ne s'occupe de la Mouka. Donc la Mouka devrait déjà, à l'heure actuelle, si ces responsables étaient honnêtes, ils devraient déjà dissoudre cette histoire. Très bien. Nico Fall, on va terminer avec vous. La seule personne qui s'arrange pour ne pas comprendre qu'il est roulé dans la farine, c'est Martin Fayoulou.
Je me pose la question. Vous vous attaquez si frontalement, Martin, comme J'ai ça. dit, non, j'ai dit, ils s'arrangent pour ne pas comprendre que cette histoire-là, ça n'existe plus. Ces gens-là ne sont plus de cœur avec lui. Ils s'arrangent. Comment on peut avoir un mandat de 3 mois et qu'on ne pose aucun acte? Bemba, Jean-Pierre lui-même. Mais il était là qui s'engage, il a J'ai demandé dit aux ceci. Guillaume de Ah, le suivre écoutez, là-bas. c'est une bouffonnerie. C'est une bouffonnerie. Lorsqu'on a une plateforme comme la Mouka, on ne pouvait pas aller se greffer dans une manifestation d'une société civile. La Mouka pouvait être à l'avant-plan, programmer ses actions. Pourquoi ne tenait pas? Jean-Pierre lui-même, lorsqu'il s'est agi de son élection ou bien de son choix, il n'est pas allé là-bas. Il a invoqué un prétexte que son avion était en panne. Mais les jours qui ont suivi, les mêmes avions qui étaient en panne, c'est le même avion qui est allé avec en Bruxelles. Il a été réparé l'avion. Alors, écoutez, moi je dis, la seule personne qui n'arrive pas à comprendre, c'est Martin Fayulu. Or, Martin Fayulu doit préparer les élections prochaines seul ou bien avec une structure de son obédience. Très bien. Qu'il cesse de réfléchir trop sur la Mouka. Katumbi, Bemba ne sont plus de cœur avec lui. Le temps nous manquera pour parler de cette histoire d'Adolphe Lumano qui serait prévu ou préparé pour être président de la CENI. On en parlera peut-être un autre jour. Quand on demande aux politiciens de préparer les élections, ils ne le font pas. Ils vont se réveiller dans 2022 pensant que ce qui est un enfant de cœur. Eh bien, ça va être compliqué pour vous si on ne fait pas attention aujourd'hui. Alors, la dernière étape de l'émission, est-ce que vous allez regarder la caméra, vous deux? Vous allez donner vos coordonnées pour ceux-là qui veulent continuer le débat avec vous, parce que ça a toujours été comme ça. Vous donnez vos coordonnées et les gens vont vous appeler, vous continuez le débat et ça sera comme ça. Oui, Trésor, allez-y. Je m'y attendais pas. Oui. Alors, pour ceux qui veulent me joindre, il y a mon numéro de téléphone, c'est le 099 12 77 877. Le 099 12 77 877. Alors, ce qui vient, vous arrivez, en tout cas, c'est pas moi, hein. Les gens sont parfois méchants, les gens sont parfois gentils, donc vous allez continuer les débats. Mais c'est mieux sur WhatsApp parce que bon, les appels, c'est très compliqué à prendre. Très bien, l'homme du peuple. Vous n'avez pas fui votre peuple, n'est-ce pas? Vous allez donner vos numéros, votre peuple. Vous savez, quand j'ai parlé d'élection avec les élections, j'étais avec vous. Oui. Mais aujourd'hui, partout où je passe, prédicateur, Liziba, l'œil de l'aigle, vous avez raison. Numéro. 81 64 44 165. Les mêmes numéros sont sur les réseaux sociaux, WhatsApp et Facebook. C'en est fini, mesdames et messieurs. 81 64 44 165. Je recevais ici sur ce plateau Trésor Mutombo, analyste politique, et puis Nico Fael Mbikaï, analyste politique aussi. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve demain, même heure, je vais dire, même heure, même chaîne, qui la percute nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci beaucoup. Merci.